Imaginez. L'homme qui a conquis l'Europe entière, vaincu par quelque chose qu'aucune armée ne pouvait combattre. Ce n'est pas l'hiver russe qui a détruit Napoléon. Ce n'est pas Waterloo. C'est une obsession secrète, une décision prise dans l'ombre 7 ans avant sa chute, qui a transformé tous ses alliés en ennemis mortels. Dans les archives interdites du Quai d'Orsay, une lettre explosive dormait depuis 2 siècles. Talleyrand, son propre ministre, y révèle comment l'empereur a lui-même orchestré sa destruction en croyant étouffer l'Angleterre, alors qu'il étouffait la France. Des négociants qui se suicident devant les palais. Des populations entières qui passent de l'adoration à la haine. Un système économique si brutal que même ses maréchaux le supplient d'arrêter. L'arme fatale de Napoléon s'est retournée contre lui. Et le plus troublant, à Sainte-Hélène, il finira par avouer qu'il le savait depuis le début. Les chandelles vacillent dans le cabinet de travail du prince Metternich. Nous sommes à Vienne, dans la nuit du 2 juillet 1809, 3 heures du matin. Le diplomate autrichien, les traits creusés par l'insomnie, tient entre ses mains tremblantes un document qui vient de lui être apporté par ses espions. Une lettre interceptée, écrite de la main même de Napoléon Bonaparte à son frère Joseph, alors roi d'Espagne. Metternich la relit pour la 3e fois, comme s'il ne pouvait croire ce qu'il découvre. Une phrase, une seule, contient la clé de tout ce qui va suivre. Mon système continental tiendra tant que l'Angleterre n'aura plus un seul allié sur le continent. La Russie pliera ou sera brisée. Le diplomate pose lentement la lettre sur son bureau. Il vient de comprendre que l'Empire français porte en lui les germes de sa propre destruction. Remontons 2 ans plus tôt, en novembre 1807. Paris célèbre. Les cloches de Notre-Dame sonnent à toute volée pour annoncer la paix de Tilsit. Dans les rues, la foule acclame son empereur. Napoléon vient de soumettre la Prusse, de séduire le tsar de Russie. L'Europe entière semble à ses pieds. Dans son cabinet des Tuileries, l'empereur dicte à son fidèle secrétaire Menneval une note qui restera longtemps confidentielle. Il y détaille sa vision du blocus continental, ce système économique révolutionnaire qui doit, selon lui, mettre l'Angleterre à genoux sans tirer un seul coup de canon. L'idée paraît géniale dans sa simplicité. Fermer tous les ports européens aux marchandises britanniques. Priver l'Angleterre de ses débouchés commerciaux. L'asphyxier économiquement jusqu'à ce qu'elle demande grâce. Napoléon en est convaincu, il tient la larme absolue, plus puissante que toutes ses armées réunies. Ce qu'il ne voit pas, ce qu'il refuse de voir, c'est que cette arme est à double tranchant. Les archives du Quai d'Orsay recèlent un trésor longtemps gardé secret. Un rapport de Talleyrand, l'ancien ministre des Affaires étrangères tombé en disgrâce, adressé en secret au tsar Alexandre Ier de Russie. Daté du 15 décembre 1807, ce document n'a été découvert qu'en 1952, lors d'un inventaire des archives diplomatiques. Talleyrand y écrit ces mots prophétiques. L'empereur commet l'erreur fatale de croire que l'économie peut remplacer la diplomatie. Il transforme ses alliés en ennemis par nécessité commerciale. Il ne comprend pas que les peuples préfèrent la liberté de commercer à la gloire de servir. Cette révélation bouleverse tout ce que nous croyions savoir. L'histoire officielle nous a enseigné que Napoléon fut vaincu par l'hiver russe, par la coalition des monarchies européennes, par la fatigue de ses armées. Mais les documents secrets nous racontent une autre histoire. Une histoire où l'empereur s'est détruit lui-même, victime de son obsession pour un système économique qui devait sauver son empire et qui, au contraire, l'a précipité dans l'abîme. Le maréchal Davout, l'un des plus fidèles lieutenants de Napoléon, celui qu'on surnommait le maréchal de fer pour sa loyauté sans faille, confie dans son journal intime une inquiétude grandissante. Le 3 janvier 1810, il écrit « L'empereur ne voit plus l'Europe que comme un grand marché à fermer aux Anglais. Il oublie que les peuples ont faim, que les négociants sont ruinés, que même nos alliés commencent à murmurer. Je crains que nous ne créions plus de haine avec ce blocus qu'avec toutes nos conquêtes militaires. » Même Joséphine, depuis sa retraite de Malmaison, s'inquiète. Dans une lettre touchante à son fils Eugène, vice-roi d'Italie, elle confie « Ton beau-père devient de plus en plus inflexible sur cette question du blocus. Il n'écoute plus personne, pas même Cambacérès qui ose lui dire que la France souffre. Les prix ont triplé à Paris. Le sucre est devenu un luxe. Le café, une denrée de contrebande. Les femmes de la cour cachent leurs châles anglais. C'est devenu une obsession qui le consume. » Les rapports de Fouché, ministre de la police, dressent un tableau alarmant de la situation. Le prix du sucre a augmenté de 4 cents % en 2 ans. Des émeutes éclatent régulièrement dans les ports de Bordeaux et Marseille.
La contrebande est devenue si généralisée que même les douaniers ferment les yeux moyennant quelques pièces d'or. Un rapport secret, daté de mars 1811, révèle que 60% des marchandises coloniales consommées en France entrent illégalement dans le pays. Le blocus continental est devenu une fiction que tout le monde feint de respecter. Mais Napoléon refuse de voir la réalité. Pour lui, chaque infraction au blocus est une trahison personnelle, chaque navire anglais qui passe est un affront à sa puissance. Il durcit les mesures, militarise les douanes, fait brûler publiquement les marchandises anglaises saisies. Ces autodafés commerciaux, loin d'impressionner les populations, les révoltent. L'image de l'empereur libérateur se transforme peu à peu en celle d'un tyran qui affame son propre peuple pour une chimère économique. Hambourg, mars 1811. Dans les immenses entrepôts du port, l'un des plus prospères d'Europe avant le blocus, des milliers de tonnes de marchandises coloniales pourrissent lentement. L'odeur âcre du café moisi se mêle à celle du sucre fermenté. Des fortunes entières se décomposent sous les yeux impuissants de leurs propriétaires. Le maréchal Davout, nommé gouverneur militaire de la ville, applique les ordres impériaux avec une rigueur toute prussienne. Chaque matin, ses soldats patrouillent sur les quais, fouillent les navires, arrêtent les contrebandiers. Mais dans l'intimité de son journal personnel, récemment découvert aux archives de Vincennes, Davout livre un tout autre son de cloche. « Nous créons plus de haine en un jour de blocus qu'en 10 batailles perdues », écrit-il le 12 mars. Les Hambourgeois, qui nous accueillaient en libérateurs il y a 4 ans, nous regardent maintenant comme des bourreaux. J'applique les ordres de Sa Majesté, mais mon cœur saigne de voir cette ville autrefois si prospère mourir à petit feu. Le 14 avril 1811 marque un tournant dramatique. Ce jour-là, Johann Müller, l'un des plus riches négociants de Hambourg, se présente devant le palais du gouverneur. Il a perdu sa dernière cargaison de café, saisie la veille par les douaniers français. Ruiné, désespéré, il sort un pistolet de sa redingote et se tire une balle dans la tête devant les soldats médusés. Ces derniers mots, rapportés par plusieurs témoins et consignés dans les archives municipales de Hambourg, résonnent comme une malédiction. L'empereur des Français nous traite plus durement que nos ennemis. Que Dieu ait pitié de l'Europe. Cette scène tragique, loin d'être isolée, symbolise le retournement de l'opinion européenne. Dans toutes les villes sous contrôle français, des drames similaires se jouent. À Amsterdam, les canaux autrefois grouillants d'activité sont déserts. À Gênes, les chantiers navals ont fermé. À Lübeck, les grandes maisons de commerce font faillite les unes après les autres. Le blocus continental, censé détruire l'économie anglaise, est en train de détruire l'économie européenne. Retour en arrière, octobre 1808. Erfurt, en Thuringe. Napoléon et le tsar Alexandre se rencontrent pour renouveler leur alliance. Les festivités sont grandioses. Goethe lui-même est venu saluer l'empereur. Mais dans les coulisses, une confrontation secrète se prépare. Colinquincourt, ambassadeur de France en Russie, a organisé une rencontre nocturne entre les deux souverains, loin des oreilles indiscrètes. Les mémoires de Colinquincourt, croisées avec les archives russes ouvertes en 1991, nous permettent de reconstituer ce dialogue crucial. Alexandre, d'ordinaire si diplomate, va droit au but. Votre Majesté demande à la Russie de ruiner son commerce pour une guerre qui n'est pas la sienne. Mes nobles se révoltent. Mes marchands sont au bord de la banqueroute. Saint-Pétersbourg étouffe. Napoléon, inflexible, répond, c'est le prix de la paix continentale. L'Angleterre doit plier. Le tsar le regarde longuement avant de lâcher ces mots lourds de menace. C'est le prix de la guerre future, sire. Les documents secrets du ministère russe des Affaires étrangères révèlent qu'à partir de ce moment, Alexandre a commencé à préparer sa sortie du système continental. Des instructions secrètes sont envoyées aux gouverneurs des provinces frontalières. Les douaniers reçoivent l'ordre officieux de fermer les yeux sur certaines cargaisons. En 1810, alors que Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche et croit son système plus fort que jamais, 500 navires neutres, en réalité britanniques sous pavillon américain, entrent dans les ports russes. Marie Walewska, la maîtresse polonaise de Napoléon, offre un témoignage poignant de cette période. Dans une lettre à sa sœur, conservée aux Archives nationales de Pologne, elle écrit « L'empereur promet la liberté à la Pologne, mais il nous enchaîne à son blocus. Varsovie manque de tout. Le sel est devenu si cher que les pauvres ne peuvent plus conserver leur viande pour l'hiver. Les tissus anglais, autrefois si abordables, sont remplacés par des étoffes françaises hors de prix. Mon cœur se serre quand je vois mon peuple souffrir pour une guerre économique qu'il ne comprend pas. » Le banquier Ouvrard, l'un des hommes les plus riches de France, a tenté d'avertir Napoléon.
Dans ses mémoires inédits, découverts dans les caves d'une banque parisienne en 1983, il raconte une entrevue orageuse aux Tuileries. J'ai expliqué à Sa Majesté que le blocus enrichissait paradoxalement l'Angleterre. La contrebande créait des profits énormes. Un ballot de coton qui valait 100 livres sterling à Liverpool se vendait 1000 livres à Hambourg. Les Anglais n'avaient jamais gagné autant d'argent. L'empereur m'a regardé avec colère et m'a dit « L'Angleterre en mourra, monsieur Ouvrard ». J'ai compris ce jour-là que la raison avait déserté les Tuileries. Un rapport anonyme d'un douanier de Dunkerque, daté de décembre 1811, illustre l'absurdité du système. Nous saisissons le jour ce qui rentre la nuit. La population entière est complice. Les pêcheurs cachent les marchandises dans leurs filets. Les femmes les dissimulent sous leurs jupons. Les enfants font le guet. Nous sommes devenus les ennemis de ceux que nous devions protéger. La population nous est plus que les Anglais qu'elle n'a jamais vus. L'engrenage fatal est en marche. Plus Napoléon durcit le blocus, plus la résistance s'organise. Plus il punit les infractions, plus il crée de ressentiment. Les rapports de police de 1812 montrent une augmentation spectaculaire des désertions dans les régiments chargés de faire respecter le blocus. Des douaniers français passent à l'ennemi avec les plans des patrouilles. Des officiers ferment les yeux moyennant finance. L'Empire se corrompt de l'intérieur. Juin 1812. 600 000 hommes franchissent le Niémen. La Grande Armée, dans toute sa splendeur terrifiante, envahit la Russie. Les historiens nous ont appris que Napoléon partait conquérir l'empire du Tsar. Les documents secrets nous révèlent une vérité bien différente. Cette guerre titanesque, qui va engloutir des centaines de milliers de vies, n'a qu'un seul but, forcer Alexandre à réappliquer le blocus continental. Dans les archives personnelles du maréchal Berthier, major général de la Grande Armée, une note datée du 23 juin 1812 éclaire les véritables intentions de l'empereur. Sa Majesté m'a confié ce matin que nous ne marcherons pas au-delà de Smolensk si le tsar accepte de fermer à nouveau ses ports aux Anglais. Cette campagne n'est qu'une démonstration de force pour sauver le système continental. Berthier ajoute, avec une lucidité glaçante, « Je crains que nous ne sacrifions l'armée pour une chimère économique. » Les soldats qui marchent vers Moscou ignorent qu'ils sont les pions d'une guerre commerciale. Pierre Dupont, simple grenadier de la garde, écrit à sa femme restée à Lyon. On nous dit que nous allons libérer la Pologne et punir le tsar de sa trahison. Mais les officiers parlent entre eux de ports fermés et de marchandises anglaises. Je ne comprends pas pourquoi nous devons mourir pour empêcher les Russes d'acheter du thé. Pendant que la Grande Armée s'enfonce dans l'immensité russe, les archives britanniques révèlent un paradoxe cruel. Les exportations anglaises vers l'Amérique du Sud ont augmenté de 300% depuis 1808. Le Brésil, l'Argentine, le Chili sont devenus les nouveaux marchés de l'Angleterre. Lord Castlereagh, ministre des Affaires étrangères britannique, écrit dans un mémorandum confidentiel « Le blocus continental de Bonaparte est la meilleure chose qui soit arrivée au commerce britannique. Il nous a forcés à explorer de nouveaux marchés, plus profitables que les anciens. » Septembre 1812. Moscou brûle. Napoléon, installé au Kremlin alors que les flammes dévorent la ville, refuse de voir la réalité. Dans une lettre extraordinaire à Marie-Louise, datée du 16 septembre, il écrit « Ma chère épouse, dans un mois, le tsar pliera. Il ne peut survivre sans le commerce européen. L'Angleterre perdra son dernier marché et demandera enfin la paix. Le sacrifice de Moscou ne sera pas vain. » Cette lettre, conservée aux Archives nationales de Vienne, témoigne de l'aveuglement de l'empereur. Le comte de Ségur, aide de camp de Napoléon, décrit dans ses mémoires une scène hallucinante. Dans le salon du Kremlin, alors que la ville brûle autour d'eux, l'empereur convoque ses maréchaux pour leur expliquer sa stratégie. « Messieurs, Alexandre cédera. Sans les taxes douanières, son trésor est vide. Sans le commerce avec l'Europe, ses nobles se révolteront. Nous restons ici jusqu'à ce qu'il accepte de fermer ses ports. » Ney, le brave des braves, ose une objection. « Sire, l'hiver approche. » Napoléon balaie l'argument d'un geste. L'économie russe s'effondrera avant les premières neiges. Mais dans son palais de Saint-Pétersbourg, Alexandre a déjà fait ses calculs. Un rapport de son ministre des Finances, le comte Gourieff, retrouvé dans les archives impériales russes, est édifiant. Le commerce avec l'Angleterre via les ports de la Baltique rapporte au trésor 40 millions de roubles par an. Sans ce commerce, l'Empire ferait faillite en 6 mois. Entre Napoléon et la banqueroute, le choix est fait. Le tsar a compris ce que l'empereur français refuse d'admettre. Le blocus continental est économiquement impossible à maintenir. Les lettres des soldats de la Grande Armée,
conservé au service historique de la défense, raconte l'attente interminable dans Moscou en flammes. Le capitaine Labo m'écrit « Nous attendons une réponse qui ne vient pas. L'empereur envoie émissaire sur émissaire au tsar. Tous reviennent bredouilles. Pendant ce temps, le froid s'installe et nos réserves s'amenuisent. Nous allons périr pour quelques balles de coton et quelques livres de sucre. » Un document exceptionnel éclaire cette période, le journal secret du général Colinquincourt, grand écuyer de l'empereur. Le 5 octobre, il note « J'ai supplié Sa Majesté d'ordonner la retraite. Il m'a répondu « Si nous partons sans avoir rétabli le blocus, l'Angleterre aura gagné. » J'ai osé lui dire que l'Angleterre avait déjà gagné, que nos soldats mouraient pour rien. Il m'a congédié sans un mot. Colinquincourt ajoute « L'obsession du blocus a remplacé la raison militaire. Nous sommes perdus. » Le 19 octobre, enfin, Napoléon ordonne la retraite. Mais même dans la débâcle, il refuse d'abandonner son idée fixe. Dans ses ordres au commandant de corps, il précise « La retraite est temporaire. Nous reviendrons au printemps pour imposer définitivement le système continental. » Cette illusion persistera jusqu'au passage de la Bérésina. Le témoignage du docteur Larrey, chirurgien en chef de la Grande Armée, est bouleversant. « J'ai vu des hommes mourir de froid en maudissant non pas les Russes, mais le blocus qui les avait amenés là. Un vieux grenadier, avant de s'éteindre, m'a dit « Docteur, dites à ma femme que je suis mort pour empêcher les Anglais de vendre du tissu. » Comment lui expliquer que son sacrifice avait un sens? Les archives du Foreign Office britannique contiennent une ironie cruelle. Un rapport daté de décembre 1812 indique « Pendant que la Grande Armée périt dans les neiges de Russie, nos exportations atteignent des niveaux records. Les colonies espagnoles d'Amérique, privées de leur métropole occupée par les Français, achètent massivement nos produits. Le blocus de Bonaparte nous a ouvert le monde. » La retraite de Russie n'est pas seulement une catastrophe militaire. C'est l'effondrement définitif du rêve économique de Napoléon. Sur les 600 000 hommes partis imposer le blocus continental par la force, moins de 100 000 reviendront. Ils sont morts non pour la gloire, non pour la France, mais pour un système économique voué à l'échec depuis le début. Mai 1813. Dresde. Dans le salon de réception du palais royal de Saxe, deux hommes se font face. D'un côté, Napoléon, amaigri par la campagne de Russie mais toujours habité par sa vision. De l'autre, Metternich, le rusé diplomate autrichien, venu proposer une médiation. La conversation qui va suivre, reconstituée d'après les mémoires de Metternich et les notes de Colinquincourt présents dans la pièce adjacente, scelle le destin de l'Empire. Metternich commence avec prudence. « Votre Majesté peut encore sauver son trône. » L'Autriche propose sa médiation. Les conditions sont simples, abandon du Grand-Duché de Varsovie, retour aux frontières naturelles de la France, et il marque une pause, abandon du système continental. À ces mots, le visage de Napoléon se ferme. Sa réponse claque comme un coup de fouet. Plutôt perdre ma couronne que de voir l'Angleterre triompher. Metternich le regarde longuement avant de prononcer ces mots prophétiques. Alors votre Majesté perdra les deux. Les documents diplomatiques autrichiens, conservés à la Haus- und Staatsarchiv de Vienne, révèlent que c'est précisément à ce moment que l'Autriche décide de rejoindre la coalition contre la France. Dans un rapport secret à l'empereur François Ier, Metternich écrit « Bonaparte préfère son système économique à son empire. Il sacrifiera tout, même sa dynastie, à cette obsession. L'Autriche ne peut rester l'allié d'un homme qui met le commerce avant la raison. » Le témoignage du baron Fin, secrétaire de l'empereur, nous offre un aperçu troublant de l'état d'esprit de Napoléon à cette période. Sa Majesté passe des nuits entières à étudier les rapports commerciaux. Elle calcule les importations anglaises, vérifie les saisies douanières, imagine de nouvelles restrictions. La guerre qui se prépare semble secondaire face à ses préoccupations économiques. Un soir, elle m'a dit « Fin, si je cède sur le blocus, tout aura été vain. Les 600 000 hommes de Russie seront morts pour rien. » Pendant ce temps, dans les territoires encore contrôlés par la France, le système continental s'effondre de lui-même. Un rapport du préfet de la Seine-Inférieure, daté de juin 1813, dresse un tableau accablant. Les manufactures ferment les unes après les autres. Le port du Havre est désert. La contrebande est devenue si commune que même les gendarmes y participent. Le peuple murmure qu'il préférerait l'occupation anglaise au blocus français. Plus dramatique encore est la situation dans les États alliés. Le roi de Bavière, beau-père d'Eugène de Beauharnais, envoie une lettre désespérée à Napoléon. «
Sire, mon peuple est au bord de la révolte. Mes manufactures sont ruinées. Mes commerçants me supplient d'abandonner le système continental. Si je persiste, je perdrai ma couronne. Si j'abandonne, je perds votre alliance. Vous me placez dans une position impossible. » La réponse de Napoléon, sèche et sans appel, le système continental n'est pas négociable. C'est alors que survient un événement extraordinaire, longtemps occulté par l'histoire officielle. Le maréchal Murat, roi de Naples et beau-frère de l'empereur, entre en négociation secrète avec les Anglais. Les archives britanniques conservent une lettre stupéfiante de Lord Bentinck, commandant des forces britanniques en Méditerranée. Murat propose d'ouvrir les ports de Naples au commerce anglais en échange de la garantie de son trône. Il affirme que le blocus a ruiné son royaume et que continuer serait suicidaire. La trahison de Murat n'est que la partie visible de l'iceberg. Partout en Europe, les alliés de Napoléon l'abandonnent, non par lâcheté militaire, mais par nécessité économique. Le prince Eugène, vice-roi d'Italie et fils adoptif de l'empereur, confie à sa mère Joséphine dans une lettre poignante: « Maman, l'Italie ne peut plus tenir. Milan est exsangue. Venise agonise. Les Italiens me regardent comme l'instrument de leur ruine. Je supplie mon père adoptif de lever le blocus, ne serait-ce que partiellement. Il refuse. Je vais perdre l'Italie non par les armes autrichiennes, mais par la révolte de mes propres sujets. » Octobre 1813. Leipzig. La bataille des nations fait rage. Mais dans les archives militaires, on découvre un détail révélateur. La veille de la bataille, Napoléon passe 4 heures à dicter des instructions sur le renforcement du blocus dans les ports de la Baltique. Le général Gourgaud note dans son journal: « L'empereur semble plus préoccupé par les douanes de Hambourg que par les mouvements de l'armée autrichienne. » Cette obsession confine à la folie. Après Leipzig, c'est la débâcle. Les alliés de la veille deviennent les ennemis du lendemain. Mais le plus ironique, c'est que partout où les armées françaises reculent, le commerce reprend immédiatement. Un marchand d'Amsterdam écrit dans ses mémoires: « Le jour du départ des Français fut un jour de fête. Non pas tant parce que nous étions libérés, mais parce que nous pouvions enfin commercer à nouveau. Les entrepôts se vidèrent en quelques jours. Les prix s'effondrèrent. La prospérité revint comme par miracle. » Un document exceptionnel illustre l'aveuglement persistant de Napoléon. En décembre 1813, alors que les Alliés franchissent le Rhin, l'empereur convoque son Conseil d'État pour discuter du renforcement du blocus dans les derniers ports français. Cambacérès, d'ordinaire si prudent, explose: « Sire, l'ennemi est aux portes et nous discutons de tarifs douaniers. » La réponse de Napoléon, consignée dans les procès-verbaux: « Si nous abandonnons le système continental, nous avons perdu la guerre depuis 6 ans. » Les derniers mois de l'Empire voient se multiplier les scènes surréalistes. À Bordeaux, les négociants ouvrent les portes de la ville aux Anglais en mars 1814. Le duc d'Angoulême est accueilli aux cris de « Vive le commerce libre !» À Lyon, les soyeux brûlent publiquement les règlements du blocus. À Marseille, avant même l'abdication de Napoléon, les navires anglais entrent dans le port sous les acclamations de la foule. Le comte Molien, ministre du Trésor, fait ses comptes dans un rapport final accablant: « Le système continental a coûté à la France plus que toutes ces guerres réunies. Nous avons perdu 800 millions de francs en commerce, ruiné nos ports, détruit nos manufactures et aliéné tous nos alliés. Pour quel résultat? L'Angleterre est plus riche que jamais. » 1820. Sainte-Hélène. Sur ce rocher perdu au milieu de l'Atlantique Sud, un homme usé contemple l'océan. Cet océan qu'il a voulu fermer, contrôler, domestiquer, reste là, immense, libre, moqueur. Napoléon Bonaparte, autrefois maître de l'Europe, n'est plus que le prisonnier de cette immensité bleue qui symbolise tout ce qu'il n'a jamais pu conquérir, le commerce maritime mondial. Lascaz, fidèle compagnon d'exil, rapporte dans le mémorial une conversation extraordinaire qui s'est tenue par une soirée pluvieuse de novembre. L'empereur, d'ordinaire si prompt à justifier ses décisions, laisse soudain tomber le masque. « Mon cher Lascaz, voulez-vous connaître ma plus grande erreur? Ce ne fut ni l'Espagne, ni la Russie. Ce fut de croire que l'on pouvait gouverner l'économie comme on gouverne une armée. Mon plus grand ennemi ne fut ni l'Angleterre, ni le tsar, ni l'hiver. Ce fut mon propre système. J'ai voulu plier l'économie à ma volonté comme on plie une armée. L'économie m'a brisé. » Cette confession, publiée après la mort de l'empereur, fut longtemps considérée comme apocryphe par les historiens bonapartistes. Mais un document découvert en 2003 dans les papiers du général Bertrand change tout. Il s'agit d'une note manuscrite de Napoléon lui-même,
daté du 15 mars 1821, quelques semaines avant sa mort. L'écriture est tremblante, mais les mots sont clairs. Si j'avais commercé avec l'Angleterre au lieu de la combattre par le blocus, j'aurais conquis le monde par la prospérité, non par la guerre. J'ai fait de chaque négociant un ennemi, de chaque port une résistance, de chaque douane un champ de bataille. Quelle folie! Le docteur Antomarchi, médecin de l'empereur, rapporte dans son journal intime une scène bouleversante. Le 18 avril 1821, Napoléon, délirant de fièvre, revit ses décisions passées. Il crie des ordres imaginaires à ses maréchaux absents. Davout, ouvrez les ports. Berthier, laissez passer les navires. Murat, commercez, commercez. Puis il retombe sur son oreiller en murmurant « Trop tard, trop tard ». Mais c'est dans les conversations avec le gouverneur Hudson Law, son geôlier au nid, que Napoléon livre ses réflexions les plus lucides. Un rapport secret du gouverneur, conservé aux archives nationales britanniques, relate un échange stupéfiant. Law, avec sa cruauté habituelle, demande « Votre Majesté regrette-t-elle le blocus continental ?» La réponse de Napoléon « Je regrette d'avoir cru qu'on pouvait arrêter la mer avec des décrets. J'ai voulu emprisonner le vent. Le commerce, Sir Hudson, est comme l'eau. Il trouve toujours son chemin. Plus on veut le contraindre, plus il vous échappe. » Le comte de Montholon, autre compagnon d'exil, révèle dans ses mémoires une analyse économique surprenante de l'empereur déchu. Sa Majesté m'a expliqué que le blocus avait créé l'inverse de ce qu'il recherchait. En fermant l'Europe aux produits anglais, il avait forcé l'Angleterre à développer de nouveaux marchés. En ruinant les ports continentaux, il avait enrichi Londres. En créant la pénurie, il avait rendu la contrebande plus profitable que le commerce légal. J'ai créé, m'a-t-il dit, le premier marché noir à l'échelle continentale. Les derniers mois de Napoléon à Sainte-Hélène sont marqués par une obsession. Comprendre pourquoi son système a échoué. Il demande qu'on lui apporte tous les livres d'économie disponibles sur l'île. Il lit Adam Smith, qu'il avait méprisé. Il étudie les rapports commerciaux anglais. Le général Gourgaud note, l'empereur passe des heures à refaire ses calculs. Il cherche le moment où tout a basculé. Hier, il m'a dit, Gourgaud, j'ai commis l'erreur de croire que la politique pouvait commander à l'économie. C'est l'inverse qui est vrai. Un document poignant éclaire les derniers jours de l'empereur. Il s'agit d'une lettre jamais envoyée, adressée à son fils, le roi de Rome. Napoléon y écrit « Mon fils, si un jour vous régnez, souvenez-vous de ceci, on ne fait pas la guerre au commerce. Le commerce est la vie des nations. J'ai voulu étrangler l'Angleterre en fermant les ports. J'ai étranglé l'Europe. J'ai voulu affamer Londres. J'ai affamé Paris. Commercez, mon fils. Commercez avec tous, même avec vos ennemis. La paix des comptoirs vaut mieux que la guerre des douanes. » Le testament politique de Napoléon, dicté quelques jours avant sa mort, contient un passage généralement occulté. « Je lègue à la France non mes victoires, qui sont poussière, mais cette leçon, aucune nation ne peut vivre isolée. » Le blocus continental fut une tentative de créer une autarcie européenne sous direction française. Cette tentative était vouée à l'échec car elle allait contre la nature même des échanges humains. Le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte rend son dernier souffle. Ses derniers mots cohérents, selon Montholon, furent « France, armée, Joséphine ». Mais Marchand, son valet de chambre, rapporte autre chose dans une note confidentielle découverte en 1975. Sa Majesté a murmuré quelque chose sur les ports et le commerce. Je crois qu'elle a dit « Ouvrez tout ». L'ironie finale nous vient des archives de la Compagnie des Indes orientales. Un rapport daté du 6 mai 1821, le lendemain de la mort de Napoléon, indique « Les exportations britanniques vers l'Europe ont atteint cette année leur plus haut niveau historique. Le commerce mondial n'a jamais été aussi florissant. » L'homme qui avait voulu tuer le commerce anglais meurt au moment où celui-ci triomphe définitivement. Metternich, apprenant la mort de son ancien adversaire, écrit dans son journal « Bonaparte est mort en comprenant enfin ce que nous savions depuis le début, on ne gouverne pas contre la nature des choses. Le commerce entre les nations est comme le sang dans les veines. L'arrêter, c'est tuer le corps. Il a voulu faire de l'Europe un corps sans circulation. Il a créé un cadavre. » L'historien britannique Andrew Roberts, dans une analyse moderne de cette période, note avec justesse « Napoléon a inventé la guerre économique totale et en fut la première victime. Le blocus continental préfigure toutes les tentatives futures d'utiliser l'économie comme arme de guerre, efficace en apparence, destructrice en réalité, impossible à maintenir dans la durée. Aujourd'hui, 2 siècles plus tard,
Alors que de nouvelles guerres économiques se dessinent, que des embargos sont décrétés, que des sanctions sont proclamées, la leçon de Napoléon résonne encore. Aucun empire, aussi puissant soit-il, ne peut survivre en s'isolant du monde qu'il prétend dominer. Aucune volonté politique, aussi forte soit-elle, ne peut durablement contraindre les lois économiques. Dans les brumes de Sainte-Hélène, face à cet océan qu'il n'a jamais pu conquérir, Napoléon a compris la vérité ultime. Les empires qui tentent de contrôler les flux du commerce mondial finissent toujours par être emportés par eux. L'eau trouve toujours son chemin. Le commerce aussi. L'histoire retient Waterloo. Elle retient la retraite de Russie. Elle retient les grandes batailles et les traités de paix. Mais elle oublie souvent que l'empire de Napoléon est mort bien avant, étouffé par ses propres restrictions, étranglé par son propre système, vaincu non par ses ennemis mais par son obsession de contrôler l'incontrôlable. Le blocus continental reste dans l'histoire comme la preuve que même le plus grand génie militaire peut être aveuglé par une idée fixe, que même l'homme qui a redessiné la carte de l'Europe peut échouer à comprendre les forces profondes qui meuvent les sociétés humaines. Que même Napoléon Bonaparte, l'homme qui se croyait le maître du destin, n'était finalement qu'un homme, prisonnier de ses propres certitudes.